Alors aujourd'hui, c'est un sujet assez vaste qui nous occupe, puisque c'est les bénéfices de l'intelligence artificielle. Donc on va parler d'intelligence artificielle, mais on va aussi parler de bénéfices. Qu'est-ce que ça nous apporte dans les applications qui sont les nôtres? Alors aujourd'hui, on peut dire qu'on est à l'aube d'une maturité de ces applications. On va tout redévelopper, mais juste un petit retour historique. J'ai l'impression de revivre ce que l'on a vécu au début des années 90 avec l'avènement de la gestion électronique de documents. Donc on a commencé, nous, à mettre en place, fin des années 80, des premières applications de GED. Et puis ça a vraiment décollé quand les portails sont arrivés, où là, tout le monde s'est mis à faire de la GED. Et aujourd'hui, on ne parle même plus de GED. Tout le monde fait de la GED. Tout le monde envoie des emails avec des pièces jointes, etc. Donc, tout le monde, aujourd'hui, manipule de la gestion électronique de documents. On va vivre la même chose avec l'intelligence artificielle dès lors que l'on est capable de garder les yeux grands ouverts et bien regarder ce que ça va nous apporter. Pourquoi je fais ce rapide parallèle avant de commencer? C'est que quand la GED est apparue, on n'avait pas les moyens de diffusion de ces documents qu'on numérisait et qu'on mettait sur des machines. Les moyens de diffusion sont apparus avec le portail, où là, on a raccourci complètement le circuit qui amenait l'utilisateur au document. Avant, il fallait qu'il se lève, qu'il vienne au centre de documentation, aller prendre une photocopie du document et retourner dans son bureau. Avec la GED couplée au portail, avec un clic, il a les informations sous la main. L'intelligence artificielle, demain, va avoir, avec des objectifs différents, la même diffusion dans nos applications. Alors l'intelligence, nous on a toujours, on reste attaché à dire que l'intelligence est humaine. Quand elle est artificielle, c'est une assistance, c'est une aide, c'est une technologie qui va nous accompagner dans l'accomplissement de nos fonctions, des fonctions qui sont celles qui sont confiées aux gestionnaires de l'information, mais ça n'est pas ni une fin en soi. Attendez, on me dit au fond que un petit peu de mal. Voilà, ça n'est pas une fin en soi. Donc l'intelligence est avant tout humaine. Ceci dit, pour avoir participé au salon annuel maintenant qui se tient à Cannes en début d'année, le WICF, le World Artificial Intelligence Cannes Festival, on voit que c'est un secteur qui a atteint la maturité. D'abord, ça touche tous les secteurs d'activité. Ça ne veut pas dire que ça touche tous les acteurs, mais tous les secteurs. Dans la banque, analyser les crédits, l'assurance, prendre ou pas un dossier d'un assuré. Dans le domaine juridique, où on va analyser des décisions, des situations. Dans la distribution, donc il y avait une personne de Pernod Ricard qui venait expliquer comment ils utilisaient l'IA pour savoir comment positionner les produits sur certains États des États-Unis. Ça va être dans le domaine militaire, bien évidemment, où on est aujourd'hui sur des nouvelles générations malheureusement d'armes et avec un vrai bouleversement qui est en train de s'opérer. Dans le domaine de la surveillance, tous ces domaines-là, on n'est plus depuis longtemps dans le domaine du fantasme. On est dans le domaine de la réalité. Ensuite, pour mettre en œuvre ces applications, on va s'appuyer sur des acteurs. Et c'est des acteurs spécialisés qui commencent à émerger, que ce soit dans la reconnaissance faciale, dans l'anonymisation du texte. Il y a une société espagnole qui a fait une solution pour anonymiser des textes, c'est-à-dire enlever tout ce qui est nom propre, adresse email, adresse, etc. RGPD nous contraint à être très vigilants. Vous mettez un document sur votre plateforme est ouverte sur Internet, quelqu'un prend un document, une personne est citée, ça peut être relativement catastrophique si vous n'avez pas eu le consentement de cette personne pour qu'elle soit citée. Donc ça nécessite aujourd'hui des outils pour prendre un PDF avec des noms de famille et gommer les noms de famille, entre guillemets, masquer les noms de famille pour pouvoir diffuser l'information. Et puis dans l'analyse textuelle, ça c'est vraiment le cœur du sujet qui nous intéresse. Et puis bien évidemment, on est sur des applications concrètes, avec des vrais bénéfices pour tous ces secteurs-là. Ensuite, c'est l'ouverture est très internationale. Au salon à Cannes, la langue était 100% anglais et c'était des participants venant de France, d'Espagne, de Suède, d'Italie, bref, de toute l'Europe.
un petit peu d'américain, mais pas plus que ça. Et c'est un point qui est positif, c'est qu'il y a des technologies génériques, mais il n'y a pas encore de leader avec une position dominante sur les marchés. Alors bien évidemment, tout le monde sait que Google, Microsoft, Amazon, etc., tout le monde est en train de s'engouffrer dans ce secteur-là. Pas dans le monde professionnel. Dans les applications qui sont fournies par ces acteurs-là, ça veut dire vous transmettez les informations, donc vous donnez un livre ouvert, vous créez un livre ouvert sur vos ressources informationnelles. Donc ça, c'est la première chose. Puis la deuxième chose, ben ça laisse la place à de la créativité. Quand vous n'avez pas, vous savez que dans nos métiers, on a l'habitude de dire « winner takes all ». Là, on n'est pas dans cette situation. On n'est pas face à un acteur qui va prendre l'intégralité du marché. Donc c'est une maturité, une maturation qui est très intéressante, puisqu'il y a du concret et il y a de la créativité. Alors, quelques points de repère qui sont très importants et qui ressortent de toutes les conférences qui ont pu avoir lieu. L'IA est toujours derrière l'humain. Pas d'IA pas d'intelligence artificielle sans intelligence humaine. C'est la collaboration avec les deux, entre les deux, c'est-à-dire l'être humain et la machine, que l'on va améliorer ces résultats. Ensuite, c'est un outil, on sent bien que, comme la GED, c'est un outil complémentaire qui est en phase de devenir incontournable. Complémentaire, c'est complémentaire à déjà la manière dont on mène un métier. On ne va pas dire on va poser une application IA et on va la laisser faire. Non, on a déjà notre métier et on va utiliser l'IA pour améliorer les résultats de notre métier. Enfin, autre point qui ressortait, c'est que ça nécessite beaucoup de POC, de Proof of Concept. Donc on ne prend pas l'IA sur étagère pour dire on va le mettre en œuvre. Non, on fait des essais, on se définit des objectifs, on valide les objectifs et après on passe à la phase de déploiement. Alors il y a eu une conférence qui était très intéressante où ils ont fait ce qu'ils appellent l'expérience de la caverne. Ils ont pris un certain nombre de cas de figure et des questions et ils ont soumis ça avec 4 scénarios différents. Le premier, que des humains. Le deuxième, que de l'IA. Le troisième, l'humain pouvant recourir à l'IA. Et le quatrième, l'humain devant recourir à l'IA. Et l'ordre de résultats, vous voyez, c'est l'inverse. Celui qui a eu le plus mauvais résultat, c'est l'être humain. Un tout petit peu meilleur, c'est pas satisfaisant, mais c'est comme ça, c'est l'IA, avec des modèles qui ont été entraînés, bien évidemment. En troisième, c'est l'humain qui, quand il a un doute, peut recourir à l'IA, peut se faire aider. Et celui qui est arrivé en tête, c'est l'humain devant recourir à l'IA. Donc, ils ont demandé aux personnes qui participaient au test de systématiquement recourir à l'IA. Et c'est là où les résultats ont été les meilleurs. Alors, par rapport à ces nouvelles technologies, quelle a été, notre approche? L'IA n'est pas un grand, c'est un grand champ avec énormément d'applications et dedans, il faut sélectionner ce qui nous intéresse. Donc, la première question qui a été, alors on n'a pas travaillé tout seul, on a travaillé avec l'école des mines pour élaborer cette stratégie. La première question qu'on s'est posée, c'est de manière générale, l'IA c'est quoi et quelles sont les applications? Alors, il y en a une que tout le monde connaît, quand on vous dit indiquez-nous où il y a une girafe. Alors vous êtes sur le 1, le 4 et le 8, ça c'est des girafes, puis après on vous demande des feux rouges. Bon tout ça c'est quoi derrière? C'est un apprentissage de modèles. Donc c'est Google qui en fait vous sert de vous pour entraîner ces modèles à faire de la reconnaissance de formes dans des images. Bien évidemment, nous on va pas reconnaître des girafes dans les textes, mais donc on s'est posé la question de manière générale, qu'est-ce que l'IA? Et ensuite, dans le domaine documentaire, quelles sont les applications? Qu'est-ce que l'on peut envisager comme mise en œuvre de solutions faisant appel à l'IA pour améliorer notre travail au quotidien? La troisième étape, ça a été d'identifier les technologies on-premise, c'est très important. Nous, on a mis un point d'honneur à ne sélectionner que des technologies qui pouvaient être installées sur les serveurs de l'entreprise. On a des clients dans le domaine juridique, dans le domaine militaire. On a des bases de surveillance, d'information militaire. Il n'est pas question d'avoir des données qui sortiraient des serveurs qui sont
installés chez nos clients. Donc pour nous, c'était un point très important. En dehors de ça, c'est très facile de prendre des modèles qui existent chez les grands acteurs américains. On a juste, dérogé à cette règle-là pour l'outil de traduction automatique. On a sélectionné DeepL, qui est un outil, une solution européenne, serveur installé en Europe, donc non soumis au Patriot Act et au Cloud Act surtout. Donc ils n'ont pas la possibilité, les étrangers n'ont pas la possibilité de venir voir ce qui a été traité dans ces applications. C'est quelque chose qu'on a un petit peu tendance à négliger, mais laisser ces fonds documentaires comme des livres ouverts, dès lors qu'ils sont confiés à des sociétés qui sont sous le coup du Patriot Act, du Cloud Act, bien évidemment, on court un risque. Et puis la dernière étape, ça a été de l'implémentation. Donc les outils, c'est principalement des outils qui se manipulent en Python. Donc il y a tous les scripts Python qui ont été mis en place et adaptés à notre environnement. Alors les domaines couverts dans cet ensemble de solutions dans le domaine de l'IA, on a retenu le calcul des proximités. Alors les proximités, c'est quoi? C'est la possibilité de prendre un texte et de dire voilà les textes qui sont le plus proches. Alors je devrais parler d'unité documentaire. Donc une unité documentaire pour Kentika, c'est le texte, exemple un PDF ou des PDF, c'est des métadonnées, c'est peut-être le texte aussi, quand on désigne une page web, on va aller la chercher, on prend le texte qui est contenu, et tout ça, on en fait un ensemble, qui est notre unité documentaire, et puis on va faire une analyse de quelles sont les unités documentaires qui sont les plus proches. Donc ça fait véritablement appel à des outils sophistiqués en IA, c'est ce que tout le monde a entendu parler, ou probablement des réseaux neuronaux. Ce sont des micro-algorithmes qui permettent de rapprocher des textes qui sont tous lemmatisés, c'est-à-dire ramenés sur des racines de mots, de manière à pouvoir identifier des proximités. Donc ça, c'est la première application. La deuxième application, c'est l'extraction d'entités nommées. Ce qu'on appelle en IA des entités nommées, ce sont des expressions ou des mots que l'on va repérer dans le texte et on va identifier quelles sont les caractéristiques. On va essayer d'identifier à travers le mot dans son contexte si c'est des personnes, des organisations, des lieux géographiques. Donc ça permet d'éviter d'avoir à lire le document pour identifier les sociétés qui sont nommées, identifier les personnes qui seraient nommées ou les lieux géographiques. Et après, l'intérêt, et là on va en parler, c'est de pouvoir recouper ça avec la base de données. Donc l'IA nous les extrait, la base de données nous les rapproche, nous les ramène sur des formes qui vont permettre d'avoir une exploitation des index qui vont être générés à partir de ces éléments-là. Résumé automatique, je l'ai mis en italique. C'est bien, c'est pas fiable à 100%. C'est-à-dire que suivant les modèles, alors nous on utilise deux modèles, un modèle pour l'anglais qui est Pegasus, un modèle pour le français qui est Barthes, qui est un modèle qui a été élaboré par l'école polytechnique, mais qui a été entraîné sur Wikipédia. Et le problème des résumés, c'est qu'il va utiliser des informations qu'il aura pu collecter par ailleurs. Et il peut introduire des erreurs dans les résumés qu'il aura fabriqués. On va parler tout à l'heure de ChatGPT avec quelques exemples de ce que là ça peut produire. Et puis le quatrième domaine, c'est la traduction. Aujourd'hui, on a des bases qui sont de plus en plus internationales. Et donc là, on a choisi DeepL. La traduction, ça permet à un Espagnol de faire une recherche dans une base qui est 100% française et de lui restituer le résultat en espagnol. Ce qui est pas si évident quand on travaille, si on n'a pas un outil qui permet d'automatiser toute la traduction. Et aussi, de nouvelles applications. Alors pourquoi je dis « et aussi » Parce que l'IA, c'est aussi une forme de pensée. On va appréhender le domaine dans lequel on intervient de manière différente. Ayant changé notre mode de pensée, on imagine d'autres applications et on va en parler. Alors, l'IA, pour répondre à des enjeux, les fondamentaux des métiers des applications dans lesquelles on intervient sont, on va les citer sans les hiérarchiser, hein. C'est de l'information, c'est du savoir, des connaissances, c'est de la culture générale, c'est de la culture d'entreprise.
Mais quand on regarde ce qui se passe concrètement dans les entreprises, on est face à des volumes qui sont de plus en plus, qui ont explosé. En fait, on peut dire littéralement qui ont explosé. Une base documentaire dans les années 90, c'était quelques milliers d'enregistrements. Début 2000, quelques dizaines de milliers. Maintenant, on est à quelques centaines de milliers. Et avec de moins en moins de personnes pour gérer ces fonds. Donc, on a besoin d'aide. Et qui peut nous aider le mieux? C'est tout cet ensemble de technologies. C'est pas l'IA tout seul qui va nous aider. C'est l'IA, plus le full text, plus le travail que vous allez faire sur le vocabulaire et les outils qui vont vous permettre de rendre votre système de plus en plus performant. Juste un autre point de repère, le TAG-AD aujourd'hui, donc c'est PressEDD, c'est la compilation, c'est un agrégateur de presse, c'est 400 millions d'articles. C'est gigantesque, on est face à... Et juste les articles de presse, on ne parle pas du web, juste des articles de presse, et pas toute la presse. Donc on est face à des volumes qui ont complètement explosé. Et puis on a la multiplication des usages en termes de typologie d'information. Avant, on était dans des bases documentaires, on était assez bien cadré, il y avait des livres, des articles, des rapports, des textes de loi. Et aujourd'hui, on trouve une multitude de types de documents. C'est des décisions, c'est des rapports qualité, c'est des photos, c'est tout un ensemble d'informations qu'il faut arriver à mettre, tant que faire se peut, dans un réservoir que l'on essaye de rendre unique. Parce que qui dit un réservoir unique, dit pour les utilisateurs un outil à maîtriser, un outil à connaître, et s'il a la certitude de trouver l'information, alors il va venir, et c'est là où les liens commencent à apparaître. Ensuite, on a des multiplicités de profils d'acteurs, et puis bien évidemment, des interopérabilités de partout. Des interopérabilités pour l'alimentation et pour la diffusion des informations. On a des bases aujourd'hui, je pense notamment à des grosses bases chez Pôle emploi, qui sont des bases qui compilent des signaux faibles sur le terrain, qui traduisent un potentiel de recrutement. Par exemple, vous déposez un permis de construire pour faire une extension d'une pharmacie. Très probablement que vous aurez besoin de recruter des personnes pour compléter votre équipe. C'est ce type d'information qui est détecté sur le terrain, qui est remonté dans la base et qui ensuite est dispatché auprès des agents qui peuvent ensuite aller présenter des CV. Et je vous parle de choses qui sont concrètes, des choses qui sont opérationnelles maintenant depuis plusieurs années. Et là, on est entièrement en interopérabilité, c'est-à-dire des opérations d'alimentation automatisées. Alors aujourd'hui, l'IA, ce qui change, c'est pas est-ce qu'on va faire de l'IA, on y est déjà. Et puis l'énorme avantage, c'est que maintenant, c'est accessible à tous. Alors, la slide suivante montre comment on fait collaborer le traditionnel et l'IA. Dans la gestion de l'information, on va gérer 4 grandes catégories d'objets, pour parler de manière un peu conceptuelle. On va avoir le document. Donc le document, on va le décrire et peut-être qu'on va le stocker. On va l'avoir. Quand on a le document en gestion électronique de documents, on va le décrire avec des métadonnées et puis on va avoir le fichier GED et puis peut-être qu'on va avoir une URL parce que le document va peut-être dire voir aussi et il va donner la cible. Donc on va avoir le document. Deuxième chose, on va avoir le corpus. Alors pourquoi c'est important de le signaler ici? C'est qu'un document dans un corpus A n'est pas le même que le même document dans un corpus B. Le fait d'appartenir à un corpus, le corpus étant l'ensemble de vos documents, fait que naturellement, ce document s'enrichit. Il s'enrichit comment? Déjà par le fait que vous avez des index partagés. Donc il va vous permettre de relier les documents entre eux. En traditionnel, c'est comme ça. On met une information sur un document A, la même information sur le document B, et on va pouvoir passer du A à B par le fait qu'il y a une information qui est commune, que ce soit un mot-clé, une thématique, un nom de société. Ensuite, on va utiliser un thésaurus avec des descripteurs ou des tags ou des mots-clés. Alors, on passe d'un outil qui nous a toujours accompagnés, qui va continuer à le faire, mais avec des vocations qui vont être soit différentes, soit élargies. Au fil des ans, on voit que la constitution d'un beau thésaurus, comme on avait l'habitude de les connaître dans les années 90 ou 2000, ça a tendance véritablement à disparaître. Mais par contre,
la structuration que permet le thésaurus, elle est très importante. Qu'est-ce que l'on a? On a des synonymes, on a des termes génériques, des termes spécifiques, c'est-à-dire un terme plus global et un terme plus particulier, et on va jouer. Et puis on va pouvoir les mettre en relation, et on va jouer sur ces relations, sur ces éléments-là pour donner plus de puissance à notre moteur. Ensuite, le troisième objet, entre guillemets, ce sont des personnes. Alors, ces personnes, elles sont en général caractérisées. Alors, on a dans un certain nombre de cas des synchronisations avec l'annuaire LDAP ou avec l'annuaire du personnel. Donc, on a déjà un certain nombre d'éléments de profil, et puis on va les compléter avec des centres d'intérêt déclarés ou déduits. Ça, on va avoir la possibilité d'en parler. Et puis à chaque fois qu'un utilisateur clique sur un document, on l'enregistre. Tac. Et ça nous donne une lecture. On enregistre une lecture. Donc on va avoir le nombre de lectures. Mais aujourd'hui, on va plus loin. Un document qui a été ouvert 3 fois et sur lequel on est resté 3 secondes, on ne va pas en déduire la même qualité que le document qui a été ouvert 3 fois et sur lequel on est resté 3 minutes. Donc on va calculer un indice de lecture tenant compte du nombre de mots et du temps théorique que l'on devrait passer sur le document pour l'avoir lu intégralement. Et après, cet indice de lecture va être injecté dans le scoring que l'on va affecter à notre document. Maintenant, avec l'IA, on met en parallèle les 4 éléments. Quand dans le traditionnel, on extrait des métadonnées, dans l'IA, on extrait des entités nommées. Et puis, on va pouvoir calculer un résumé, et puis on va pouvoir l'enrichir avec de la traduction. Tout ça, c'est 0 intervention. On a mis en place, nos éléments, et puis ensuite, donc tout ça, c'est le résultat de calcul. Pour analyser le corpus, on va créer ce qu'on appelle des fiches d'analyse. Donc on va compiler tout ce que l'on sait sur un document, et on va pouvoir jouer sur le renforcement. Par exemple, un titre, a priori, on peut penser qu'il a plus de poids qu'un commentaire. Donc on va chercher à renforcer le titre de manière à provoquer plus de rapprochement à partir du titre. Enfin bref, il y a un certain nombre de technos qui sont mis en place. À partir de ces fiches d'analyse, on élabore un modèle, et à partir de ce modèle, donc ça, ce sont vraiment des termes d'IA, et à partir de ces modèles, on va rechercher les proximités. Ce qui fait que pour un document donné, donc il faut imaginer la puissance de calcul qui est nécessaire pour créer une matrice si vous avez 100 000 documents, vous avez 100 000 documents fois 100 000 documents. Et on va calculer les proximités de chaque document. Avec chaque document, et ce qu'on va faire remonter dans la base de données, c'est quels sont les 10 documents les plus proches d'un document. Donc, ce qui va permettre de faire des rebonds, de poursuivre pour l'utilisateur la découverte des informations dès lors qu'il réussit à pister un document. Donc, tout ça fait que, normalement, on va réduire les risques de passer au travers d'une information qui pourrait être intéressante lors de l'exploitation de la recherche. Ensuite, au niveau des personnes, il y a moi, ma communauté. Et puis pour ces personnes, on va travailler sur des modèles prédictifs. Prédictifs au moment où il s'apprête à poser une question, mais aussi prédictifs sur qu'est-ce qui pourrait intéresser cette personne. Donc là, sur quoi on va s'appuyer? On va s'appuyer sur son historique. On va analyser ce qu'il a lu récemment, et puis on va utiliser aussi ce qu'a sa communauté à lui, de manière à pouvoir lui faire des suggestions qui correspondent à des centres d'intérêt de sa communauté. Donc les lectures, les remontées sur les documents, et ce que j'ai expliqué, l'exploiter dans le cadre des modèles prédictifs. Donc on donne de plus en plus de place et d'importance aux lectures, parce que ça nous permet d'identifier a priori les documents importants, et puis d'aller vers un modèle de suggestion qui tient compte de ce que l'utilisateur a lu, et a lu avec attention. S'il est resté 3 secondes sur un document, on ne va pas considérer qu'il a véritablement lu le document. Par contre, s'il en a lu 80%, en faisant le ratio nombre de mots, temps passé sur la lecture, là, on va en déduire que ce document-là représentait un intérêt pour lui. L'IA, bénéfice pour le gestionnaire. Eh bien, on voit dans le traditionnel comment ça s'opère. Au niveau du document, il y a la saisie des imports de métadonnées, les textes libres ou préidentifiés dans les index, et puis on va faire le résumé à la main, sauf si on a la chance
d'avoir un résumé qui aurait déjà été réalisé par une plateforme en amont si on a récupéré la donnée via des outils d'interopérabilité. Avec l'IA, on va alléger tout le travail d'analyse du document, puisqu'on va le laisser, identifier les entités nommées, et c'est après ou avant, on va reprendre la main. En disant, par exemple, imaginez vous avez des documents qui parlent de orange. Donc orange, c'est un mot, alors vous pouvez avoir une veste orange, vous pouvez avoir des oranges, le fruit, et puis vous pouvez avoir la société orange qui va être citée. Si votre système est capable de vous identifier orange, là vous avez énormément gagné parce que vous n'avez plus besoin d'éliminer tous les fruits et les couleurs du résultat. Première étape, ça c'est l'IA. Maintenant vous, votre intelligence humaine, qui est votre culture, votre savoir, fait que dans votre base, vous aurez peut-être dit, mais Orange, son ancien nom, c'était France Télécom. Et peut-être que dans votre base, vous avez des documents qui parlent de France Télécom. Et donc, grâce à la conjonction de tous ces outils-là, à travers les relations que vous allez mettre en termes de vocabulaire ou en termes d'expression, vous allez pouvoir relier ces documents-là. Et donc, retrouver du France Télécom et du Orange Société grâce au fait que dans la base de données, vous aurez rapproché les deux. Donc, aujourd'hui, l'apprentissage, ça pourrait être l'apprentissage de modèles, mais l'apprentissage de modèles, c'est quand même quelque chose, c'est une démarche quand même assez lourde. Par contre, compléter ces index et ces métadonnées, c'est à la portée du gestionnaire, et c'est d'ailleurs quelque chose qui fait partie du quotidien. Ensuite, les proximités, on en a parlé, vous rentrez un document. Alors, dans des bases, c'est assez fréquent qu'on ait des informations qui ont été saisies il y a une vingtaine d'années. Les personnes qui ont fait la saisie il y a une vingtaine d'années, peut-être qu'ils ne se rappellent plus. L'IA, elle n'aura pas de problème pour se rappeler. Donc, elle aura la capacité à venir rapprocher les documents. Vous savez que quand on fait des reprises de bases de données, ce qui est quand même très fréquent dans notre activité, assez souvent, les personnes qui étaient à l'origine du projet ne sont plus là. Et donc, quand on dit, mais pourquoi ça a été indexé de telle manière, on ne sait pas. Et pourquoi vous n'avez pas touché? Parce qu'on n'a pas osé. Et donc, on se retrouve avec des systèmes qui échappent un peu. Et ça aussi, le côté rétrospectif, c'est-à-dire sur la même matière, pouvoir venir replaquer des analyses et des extractions utilisant les outils d'aujourd'hui, c'est aussi un énorme avantage. C'est pas vrai dans tous les cas, on n'a pas toujours besoin de faire du rétrospectif, mais il y a quand même un certain nombre de cas où on a besoin de faire du rétrospectif. Et puis l'IA, c'est au service du plus grand nombre. Alors dans la slide d'après, on a un petit peu d'expérience à servir des utilisateurs de manière indirecte, les fournisseurs de technologies, mais les utilisateurs de nos utilisateurs, ils ont eux des différents profils d'utilisateurs. On les a classés en 5 grandes catégories. L'utilisateur passif, alors, il y en a quand même un certain nombre, celui qui ne vient pas sur le portail et qui déclare aucun centre d'intérêt. Donc il passe complètement sous les radars, il est quasiment inexistant pour la base documentaire. Il y a le quasi-passif, qui ne vient pas spontanément, mais qui reçoit des alertes, parce qu'il a déclaré des centres d'intérêt. Donc de temps en temps, alors déjà quand il reçoit une alerte, il est déjà, on ne sait pas s'il le lit, mais on peut penser qu'il le lit. Et on peut penser assez fortement qu'il le lit, parce que dans nos systèmes, quand il y en a un qui tombe en panne, on est très vite appelé, parce que les gens eux-mêmes sont appelés par les utilisateurs pour dire comment ça se fait, je n'ai pas reçu ma newsletter. Et donc là, heureusement, c'est très très rare, et puis on a des applications qui sont vraiment, vraiment critiques. Donc, en fait, quand ils reçoivent la newsletter, nous, on n'a pas spécialement de moyens de mesurer s'ils sont actifs ou pas, sauf quand ils cliquent. Mais on sait que c'est des newsletters qui, en général, si elles ne sont pas trop verbeuses, pas trop copieuses, bien ciblées, elles sont lues. Ensuite, vous avez l'actif, allez, on va dire niveau bas, celui qui est amené à venir sur le portail, et puis on va lui proposer des informations ciblées. Donc il va venir. Alors il va venir parfois spontanément, mais c'est relativement rare, mais souvent il va peut-être venir par l'intermédiaire de l'intranet. Dans l'intranet, on aura peut-être remonté des informations de la base documentaire que l'on est venu pousser sur la page d'accueil de l'intranet. Ou alors il y a un lien, venez voir les nouveautés. Enfin bref, on va essayer de le faire venir et participer. L'actif niveau moyen, c'est celui qui va venir sur le portail et qui va
exploiter des présélections d'informations. Sur le portail, on va dire que vous avez deux grandes vocations. La première, c'est de proposer des outils de recherche qui soient pertinents, sophistiqués, bien ciblés, bien équilibrés, qui fournissent un résultat que l'on essaie d'être directement proposé dès la première partie de la page d'accueil, de la page de résultats. Ça, c'est le premier, la première chose. Et puis la deuxième chose, il y a des gens qui viennent pour dire je cherche un document sur la qualité dans tel domaine. Donc, il faut que sur le portail, ils puissent cliquer sur le domaine, ensuite cliquer sur l'option c'est un document de qualité. Donc, on va procéder à de la mise en scène. Et puis l'actif niveau haut, c'est celui qui va faire énormément de recherches. On a des applications dans le domaine juridique où il y a énormément de recherches qui sont effectuées. On va les illustrer dans la slide sur les bénéfices chiffrés cette fois-ci. Alors, les bénéfices pour toutes et tous, pour chacune de ces catégories, pour le passif, celui qui fait, qui fait rien, à la limite, il suffit qu'il soit dans une communauté étant, une équation de recherche, hein. C'est pas, une communauté au sens Facebook ou au sens réseaux sociaux. C'est une équation de recherche qui va permettre de rapprocher les personnes entre elles. Et bien, sur cette base-là, sur la base des lectures des personnes de sa communauté, on va pouvoir commencer à lui envoyer des informations qui sont peut-être des informations qui l'intéressent, même probablement des informations qui l'intéressent. Celui qui est quasi passif, en fait, on va encore, parce qu'il aura commencé à faire des requêtes, on va accentuer, donc on va apprendre de ce sur quoi il a réagi, on va apprendre ce qui l'a intéressé. Donc on va affiner, ou le système va automatiquement affiner le système de suggestion spontanée qui va être réalisé. Au niveau de l'actif niveau bas, des suggestions, cette fois-ci personnalisées, vont pouvoir être proposées dès la page d'accueil, parce que tout le système prédictif, le système de suggestion, on peut aussi l'encapsuler dans ce que nous on appelle des kentabs, qui sont des petites applettes qui permettent de venir mettre en avant des informations et des fonctions. Et bien, sur la base de ce que l'on a constaté, grâce au modèle prédictif, on peut venir lui pousser des informations. C'est pour les personnes qui ont des comptes sur Pinterest, on se rend compte que Pinterest, ils ont un modèle qui est assez bien fait. Parce que vous allez faire quelques recherches sur Pinterest et après, spontanément, il va vous faire des suggestions. Vous réagissez pas, petit à petit, il arrête. Vous réagissez, là, il va réenchérir. Puis vous faites des nouvelles recherches, il va vous faire des nouvelles suggestions. C'est pas spécialement intrusif. En général, c'est pas tout à fait à côté de la plaque. Puis si c'est à côté de la plaque, c'est pas grave. De toute façon, il va apprendre que vous n'avez pas réagi sur une suggestion et on va pouvoir continuer. L'actif niveau moyen, donc il est sur une liste de documents et cette liste de documents, on va chercher à lui permettre à la fois de faire des rebonds, d'avoir accès à la traduction automatique. Comme j'expliquais tout à l'heure, un espagnol peut consulter une base complètement en français, mais réciproquement, vous avez des textes qui sont bien souvent en anglais, dans des bases avec un volet scientifique, et les métadonnées, le résumé, va pouvoir être proposé dans la langue de l'utilisateur, y compris dans les systèmes push. C'est-à-dire qu'on va pouvoir envoyer des alertes tenant compte de la langue de l'utilisateur. Et puis l'actif niveau haut, alors lui, c'est celui qui va avoir le plus de bénéfices. Donc on va avoir le mode prédictif lors de la formulation de la question. C'est un point que l'on va aborder juste après, parce qu'on voit que tout le système, en fait, au niveau de la recherche, il intervient en amont, pendant et après. Et donc tout ça, c'est quelque chose qui se travaille. Mais là, ce qu'on retient, c'est que pour toutes les catégories d'utilisateurs, grâce à l'IA, on va augmenter les services qu'on va leur apporter. Et donc, comme on travaille dans le domaine de la gestion de la connaissance, de fait, on aura contribué à la connaissance qui va être la sienne. Alors, un mot qui est quand même très important sur les recherches. Jusqu'à présent, on a abordé le problème de la recherche ou la question de la recherche à partir du moment où l'utilisateur a formulé sa question et clique sur envoyer ou sur OK. Maintenant, on remonte en amont
on remonte en amont et on va élaborer un système qui va permettre de faire des suggestions. Donc dans les suggestions, on va s'appuyer sur du vocabulaire, des corpus de termes, d'expressions, derrière lesquels on sait qu'il va y avoir des résultats. Alors c'est des résultats par rapport aux métadonnées ou des résultats par rapport au contenu des textes. Donc il y a un gros travail à faire sur le vocabulaire, mais ça tombe bien, le travail qu'on fera moins sur les documents, on va le faire sur le vocabulaire. Et en enrichissant son vocabulaire, de fait, on va enrichir la souplesse et la richesse que l'on va proposer dans le cadre des requêtes. Ensuite, l'utilisateur, au moment où il valide, alors là, il y a toute une artillerie lourde qui se met en route au niveau de la recherche. Alors, on a, pour les citer, on a les index de la base de données, c'est le plus simple. On a le full text, c'est déjà un petit peu moins simple. On a l'approximation phonétique. On va autoriser des fautes d'orthographe. On va avoir évidemment la traduction. On va poser une question en français, on aura des résultats qui seront peut-être des documents en allemand. On aura la lématisation, donc c'est le fait de ramener sur des racines de mots. Et puis on a une autre techno qui s'appelle la distance de Levenshtein, qui permet de dire l'utilisateur il a cherché aéroport. Dans la base, il existe aéroport. En calculant les mots les plus proches, on en déduit que c'est probablement aéroport qu'il cherchait. Et donc, on voit qu'en combinant tous ces éléments-là, on va donner de la souplesse au niveau de la langue, au niveau de la graphie, au niveau des fautes d'orthographe, au niveau des incertitudes sur le vocabulaire. Et c'est là-dessus que l'on va devoir se concentrer. Et ensuite, une fois que les résultats sont... les résultats sont triés par pertinence. Et là, il y a un énorme algorithme aussi. Alors, on a besoin de puissance de calcul, mais heureusement, on a tout optimisé pour faire en sorte que tous ces calculs-là soient effectués dans des temps très courts. Alors, pourquoi on a besoin de beaucoup de puissance de calcul? Parce que pour calculer la pertinence, on va comparer tous les index dans lesquels les mots ont été trouvés ou les expressions ont été trouvés. Et donc, ça va nous permettre d'avoir une pertinence par rapport à la question qui a été posée. Et puis, on va recroiser ça avec un scoring a priori. On va dire un article d'aujourd'hui a plus de valeur que celui d'il y a 2 jours. Et puis, celui d'il y a 15 jours, on va dire qu'il a plus beaucoup de valeur. Sauf si c'est un dossier spécial pour lequel on va considérer qu'il va avoir la même valeur pendant peut-être 6 mois, 1 an, 3 ans. Donc, on va ajuster. Et dans Kentika, quand je dis ajuster, c'est prendre des tirettes et puis les régler. On va ajuster son système de scoring de manière à pouvoir hiérarchiser les documents. Et puis, le troisième volet dans la pertinence, c'est tenir compte du profil de l'utilisateur. Quelqu'un qui travaillerait dans un service qualité, on va peut-être lui mettre en avant les documents du service qualité, alors que quelqu'un qui travaillerait dans le service finance, on va plutôt lui remonter des informations financières. Donc, on va tenir compte de son profil. L'objectif, c'est d'arriver à proposer dès la première page les résultats que l'on pense être les plus pertinents par rapport à la recherche que cet utilisateur a fait. Et puis, une fois que la liste est affichée, on va lui proposer de restreindre, chercher dans le résultat, grâce à des systèmes de catégorisation. On va ventiler les résultats sur des catégories, et c'est là aussi où ce qui a été identifié par l'IA qui remonte au niveau des index peuvent servir ensuite pour catégoriser les informations. Donc ça, c'est restreindre, mais on va lui permettre également d'élargir aux expressions connexes ou alternatives, ou de rebondir grâce aux index, ou alors quand il consulte un document, de pouvoir dire quels sont les documents les plus proches, proximité des modèles. Et là, on va lui dire, voilà, les documents les plus proches de ce document-là, voilà ce que l'on vous propose. Bénéfice. Exemple réel. Donc ça, c'est une grosse application dans le domaine juridique à destination d'avocats. Quelques données chiffrées. Ils sont aujourd'hui, par exemple, le record, ça a été 650 sessions dans la même journée. 650 sessions dans la même journée.
Mais ils sont aux alentours de 500 sessions par jour, sessions de recherche. Un avocat, il ne vient pas pour se distraire. Hein. Quand il vient sur une base de données juridiques, il vient pour, trouver de l'information directement exploitable. Eh bien, ils ont mesuré le temps que les avocats passaient. Ils sont passés de 10 minutes à 5 minutes. Ils ont divisé par 2. C'est-à-dire qu'on a une beaucoup plus grande efficacité. Et on fait un calcul tout à fait basique. Hein. Gain total par jour, 40 heures. Un équivalent temps plein de collaborateurs, 6. L'économie, en prenant des avocats qui ne sont pas très chers, l'économie aux alentours de 600 000 euros. Retour sur investissement sur 2 mois, puisque c'est un complément. Mais on a travaillé pendant 1 an. Donc pas à temps plein, mais on a travaillé sur une période de 1 an. Pour travailler sur le vocabulaire, ajuster des règles de transformation, ajuster tout ce que l'on met autour du texte intégral. Bref, et aujourd'hui, ils ont des super scores. Donc tout le travail qui a été fait en amont, qui est un travail d'intelligence humaine, que l'on a traduit en règles machines, permettent d'obtenir des résultats qui sont quand même assez impressionnants. Alors maintenant, une fois que tout le monde a été convaincu, comment on va aborder ce sujet-là? Alors, vous avez 3 phases. Vous avez avant de prendre la décision de mise en place. Il faut déjà prendre conscience que l'IA n'est pas une solution sur étagère. Vous ne pouvez pas dire « Ah, j'ai acheté un logiciel IA à la FNAC, je l'ai posé et hop, ça y est, c'est quelque chose. » Non. L'IA s'inscrit dans une démarche, dans une réflexion, et c'est un outil qui va accompagner, qui va permettre de gagner beaucoup si on l'a bien ajusté et si on l'a bien intégré. La base dont je vous parlais, ils ont 500 000 documents hein, quand même. C'est pas des tout petits, c'est pas des petits volumes. Donc au bout d'un moment, ça leur échappe. Ensuite, suis-je prêt à changer de paradigme? C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à considérer que le travail que je vais faire sur le vocabulaire est un travail qui va me permettre de me passer du travail d'analyse que je faisais sur les documents. Donc on déporte l'investissement du document vers le vocabulaire. Ensuite, il faut prendre conscience que ça va avoir un impact au niveau de votre organisation. C'est peut-être toutes vos chaînes d'alimentation qui sont peut-être à repenser. Si vous avez des utilisateurs externes qui versent des documents dans l'application, il faudra peut-être aussi voir comment eux vont réagir par rapport à l'introduction de ces éléments-là, et puis surtout préparer l'époque. Donc on va se dire, on va commencer, on va regarder les entités nommées, qu'est-ce que ça donne, les proximités, qu'est-ce que ça donne, est-ce que c'est exploitable, est-ce que c'est pertinent par rapport à mon environnement. Une fois que vous avez pris la décision, là vous allez faire un travail sur le vocabulaire. Parce qu'on va devoir passer, aujourd'hui vous avez une dispersion énorme sur le vocabulaire. Pour exprimer la même chose, d'ailleurs essayez de regarder des dictionnaires de synonymes, vous verrez qu'il y a pléthore de synonymes. Maison, c'est une habitation, c'est un chalet, c'est un château, c'est une ferme. Enfin bref, si vous regardez les dictionnaires de synonymes, c'est énorme. Et vous allez devoir vous concentrer sur votre domaine, quelque chose de directement opérationnel. Et puis on va mettre au point sa stratégie de rapprochement des informations et on va faire des tests. Si c'est pas bon, on ajuste. Et on rentre en fait dans un processus itératif parce qu'on a changé notre manière de penser. Et donc, comme l'intelligence humaine, l'IA n'est pas figée. Et on va avoir des retours d'expérience. Et on va utiliser ces retours d'expérience. Une fois qu'on a fait nos premiers pas, en fait, on se rend compte qu'on va vers de nouveaux horizons. Parce que vous, dans votre base documentaire, vous avez beaucoup de documents qui sont considérés comme étant votre principale richesse. Mais ça n'est pas la seule. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, vous avez des lectures, vous avez des personnes, vous avez une mine d'informations qui ne demandent qu'à être exploitées. Je vais vous donner ensuite, tout ça, ça ouvre notre manière de penser, ça élargit notre manière de penser. 3 exemples concrets d'options et de modules complémentaires qui ont été réalisés. La recherche par fichier, donc paraît un peu étrange, c'est toujours dans le cabinet d'avocats, ils reçoivent une affaire qui est décrite dans un document. Et c'est dans un email. Ils prennent l'email, ils l'envoient à la base. Dis-moi qu'est-ce qui est proche de ce qui est contenu dans ce document. Et là, on active la recherche par proximité. Donc la recherche par proximité que l'on a décrite tout à l'heure, on peut aussi l'activer ponctuellement. Et donc, on va lui ressortir les affaires qui étaient similaires. Et grâce à ça, il va gagner énormément de temps puisqu'il va pouvoir aller directement et rapidement. Et après, on affine. Et nous, après, côté base de données, donc l'IA nous dit voilà ce qui est proche, côté base de données directement.
Là, on va reprendre uniquement ce qui était sur les 3 dernières années. On va prendre que les décisions, on va exclure les opinions, etc. Donc, on va raffiner. Donc, collaboration, IA, base de données, intelligence humaine de l'animateur de ce cabinet qui exploite ces informations. Une autre application, prendre des décisions. Donc là, on fait des analyses, encore dans le domaine juridique, mais ça peut être appliqué dans d'autres domaines. Et puis, on va identifier, à partir d'expressions que l'on va trouver dans le document, si la réponse a été positive ou négative. Et donc, pour chacune des affaires, on va pouvoir dire, voilà, ça c'était positif, ça c'était négatif, négatif, positif. Et ensuite, quand on est face à une problématique comparable, on fait une recherche, on identifie des éléments qui sont dans le même domaine, peut-être avec les mêmes intervenants, et on sort un pourcentage de chance pour que ce soit positif ou négatif. Une autre application, c'est des analyses d'expertise. Une personne écrit des documents. Ces documents sont lus ou pas. Ils sont lus avec attention ou pas. On en déduit la qualité du document. On en déduit la qualité de l'auteur. On en déduit ses domaines d'expertise. La personne quitte l'organisation. Qui pour la remplacer? Eh bien, grâce à ces systèmes-là, qui vont être déployés au cours de l'année, ce sont des nouveaux modules. Grâce à ce système-là, on va pouvoir dire la personne la plus proche en termes de compétences, ça va être telle personne. On est loin de la gestion documentaire telle qu'on l'a envisagée il y a quelques années ou quelques dizaines d'années. Mais on voit que ça ouvre énormément de possibilités. Alors, l'IA pour les professionnels de l'information, c'est déjà une réalité. On a parlé de la traduction. Quand vous dites traduire ces métadonnées, c'est de l'IA qui travaille derrière. Quand on dit injecter l'indice de lecture dans le scoring, c'est de l'IA qui travaille. Pas celle que l'on a expliquée avec les entités nommées, mais ce que ça a changé déjà dans notre manière d'appréhender. Donc on est sur du machine learning, on est sur du big data. L'IA, mais au final, ou plutôt au début, c'est pas de l'intelligence, c'est une version ultime de statistique que l'on applique à des textes. Donc, il ne faut jamais perdre de vue, c'est que ça ne fait que des statistiques. L'IA, c'est un outil de statistique. Et les réseaux neuronaux, ce sont des statistiques. Et puis, on prendra soin de faire en sorte qu'elles ne prennent pas le contrôle sur nos pensées. C'est très facile d'orienter je vois l'heure qui tourne, il ne faut pas que je sois trop bavard. Mais c'est très facile d'orienter des lectures en s'appuyant en dévoyant des systèmes de constatation, de popularité de certains documents. Et puis ça ne va pas régir nos vies, on le prend comme un outil. Par contre, pour les médias, c'est un peu plus difficile. L'IA vue par les médias. Alors, tout le monde connaît ChatGPT, le ChatGPT. ChatGPT a toujours raison. On lui a posé une question. Quel est le meilleur logiciel documentaire? Le choix du meilleur logiciel documentaire dépend des besoins, etc. Tel que, en premier lieu, Kentika, Alfresco, SharePoint, Documentum. Et là, on a dit chapeau, bravo, trop fort, ChatGPT. Et puis après, on lui a posé une autre question. Kentika fonctionne-t-il sous Linux? Et alors là, oui, Kentika fonctionne sous Linux puisque c'est développé en Java. Mais pas du tout. Tout ça, c'est faux. On n'est pas développé en Java et on ne fonctionne pas sous Linux. La méfiance qu'il faut avoir par rapport à ça, c'est plutôt la frontière, nous, en tant que professionnels, et vous, en tant que professionnels, doit vraiment être marquée par ça. Est-ce qu'on va être, amené à créer une information fausse comme celle que l'on voit ici? Alors là, on appelle un petit peu Descartes à la rescousse, et en précisant que déminer n'est pas dénigrer. Pour s'assurer de la solidité de nos connaissances, il nous faut trouver une bonne fois pour toutes un fondement inébranlable à partir duquel nous pourrions déduire tout le reste. Et c'est là où la limite, et c'est nous, on doit rester en permanence les yeux ouverts et conscients de ce que ça va nous apporter. Énormément d'assistance dans notre travail au quotidien, on va pouvoir traiter d'énormes volumes. Par contre, on ne veut absolument pas que le chat nous indique qu'on fonctionne sous Linux parce que c'est faux. Et dans vos domaines, si vous commencez à divulguer une information fausse, c'est toute votre crédibilité qui est tombée par terre. Un mensonge et tout est par terre. Par contre, on aime bien Léonard de Vinci, à chaque fois on le répète,
la simplicité et la sophistication ultime, et l'intelligence artificielle est là pour nous y aider, pas nous remplacer, nous y aider. Voilà, bah écoutez, j'ai dépassé de quelques minutes. Si vous avez des questions ou des réactions par rapport à la manière dont nous voyons l'IA, n'hésitez pas.